Yéli, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau pour commenter l'actualité, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler de cette grève du côté de Longoni avec cet événement qui s'est passé, une convocation au tribunal. On parlera également du planning familial, une structure qui a en proie à de grosses difficultés. Vous nous direz pourquoi et comment Pierre, mais d'abord voici les titres de ce jeudi 26 octobre. Depuis lundi, les syndicalistes CGT du port de Longoni ont fermé l'entrée de l'infrastructure. Face à ce nouveau mouvement de grève, Idanel a décidé de saisir le tribunal administratif pour entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Les 18 syndicalistes ont été convoqués cet après-midi au tribunal et se sont rendus avec les juges au port de Longoni. Explication. Le conseil départemental, en partenariat avec le collège Ubamoja de Passamenti, a distribué ce matin des équipements sportifs pour la section sportive de handball féminin. Maillots, shorts, chaussettes, sacs, les sportives sont à nouveau fin prêtes pour attaquer cette nouvelle saison. Reportage. Tous les derniers mercredis du mois, l'association Baatim Djema, en partenariat avec la direction du livre et de la lecture publique et la bibliothèque de Cavani, offre à tout un chacun 1 heure de contes traditionnels réunissant petits et grands. Focus sur ce moment intergénérationnel et convivial qui permet de faire perdurer la mémoire collective locale. Et la grève continue du côté du port de Longoni. Sur les 160 salariés que compte la société MCG, 18 manifestaient ce matin devant les grilles du port. Des grilles bloquées par une chaîne et un cadenas et rendant impossible l'accès au port. Dans l'enceinte du port, aucun conteneur n'a donc pu y être acheminé. Mais aujourd'hui, les choses se sont terminées devant le tribunal où Idanel et les 18 salariés grévistes ont été convoqués afin de s'expliquer. Les précisions avec Bastien Sabouret. C'est toujours la grève au port de Longoni. Les agents qui dépendaient de la CCI sont maintenant salariés MCG. Nostalgiques des avantages que leur proposait la Chambre du commerce, certains agents réclament un complément de salaire ainsi qu'une réintégration des agents ayant obtenu une retraite anticipée lors de la transition. Depuis décembre 2013 qu'on fait la grève. Après, ça s'en va, ça revient par rapport au protocole signé. Ce que la concernée, la délégataire, elle a clairement écrit dans un texto que si elle signe des protocoles de fin de conflit, c'est juste pour ouvrir le port, pour arrêter les conflits. Mais après, s'il n'y a rien qui suit, nous on est là, on réclame juste nos droits. De retourner à l'état de la CCI, ça veut dire 4 ans en arrière, c'est pas possible. Il y avait 6 mois de négociations, 6 mois qu'ils pouvaient décider. Ils ont accepté les conditions de travail et les conditions de rémunération et tout ça qui était via une quinzaine de réunions en fin 2013, début 2014. Sur les 3 syndicats, seuls ceux de la CGT font grève. 18 personnes sur les 160 salariés de l'entreprise. Un petit nombre d'opposants, certes, mais le trafic s'en trouve réellement perturbé. Une chaîne est retrouvée sur le portail, empêchant la libre circulation des camions. Ce sont 80 conteneurs par jour qui ne peuvent donc être livrés, et parmi les marchandises se trouve du matériel plus ou moins primordial qui ne peut être acheminé. Il y a plusieurs choses urgentes. Il y a des produits pharmaceutiques pour les pharmacies. Il y a des traitements pour le lot de SMAE. Le grand portail est bloqué par une chaîne, mais moi je ne sais pas qui l'a bloqué parce que moi j'étais pas là. Et donc pour les gens qui veulent travailler, qui veulent circuler dans le port, il y a une libre circulation, le petit portail est ouvert. Résultat, à 14 h a lieu une convocation au tribunal de grande instance des différents grévistes ainsi que de la présidente de la MCG. Cette dernière demande une pénalité de 1 000 € pour chaque gréviste et par astreinte. Ce 1 000 €, si c'est accordé, cet argent va être repartagé entre les non-grévistes. Ce qui peut sortir les gens en conflit, c'est la signature du protocole. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on continue le mouvement, même si le tribunal condamne à ouvrir les portes, on reste toujours en grève. Quelle que soit la décision du tribunal, les grévistes assurent qu'ils resteront mobilisés. Si la libre circulation des conteneurs reprend à travers l'île, les salariés en colère ne comptent pas s'asseoir sur leurs revendications.
Pierre, on vient de voir les suites de cette grève, en tout cas la journée d'aujourd'hui qui s'est terminée au tribunal pour les 18 salariés et Idanel. Une grève qui a commencé début de semaine et qui rappelle d'autres grèves avec des revendications qui restent les mêmes. Oui, toujours les mêmes revendications, c'est un peu toujours la même chose au port de Longoni, ça continue entre les ex-agents de la CCI et puis Idanel, enfin en tout cas la direction d'MCG. Aujourd'hui, on a eu une nouvelle étape parce qu'effectivement, il y a eu cette assignation en justice. Mardi, et un huissier est venu au port de Longoni, il a amené une convocation, il a fait des constats aussi, il a constaté que le portail était bloqué, il y avait une chaîne sur le portail. Donc aujourd'hui, tout le monde avait rendez-vous à 14h donc au tribunal administratif. Les juges ont fait quelque chose d'assez inédit. Ils ont demandé à tout le monde de les accompagner au port de Longoni pour constater d'eux-mêmes, pour voir d'eux-mêmes ce qu'il en était vraiment. Arrivés sur place, ils ont aussi eu les versions des différents avocats. Et l'avocat des salariés en grève a expliqué, mais rien ne prouve que ce sont ces salariés qui sont à l'origine de ces chaînes sur le portail. Donc finalement, toute la défense tourne autour de ça et le jugement va tourner autour de ça. Donc ils sont allés sur place, ils ont effectivement vu qu'il y avait des chaînes. Néanmoins, non, ils ne savent pas qui les ont mis dans un premier temps. Ils ont vu qu'il y avait une entrave effectivement à la libre circulation puisque le portail était fermé, même si le petit portail à côté est ouvert. Celui qui permet notamment aux camions d'entrer et de sortir, lui est bloqué depuis lundi. Donc voilà, donc le jugement ne sera rendu que demain à 14h. Donc les juges ont dit voilà, qu'ils se laissaient 24 heures pour délibérer. En tout cas, on verra ce que ça donne. Je pense que la défense risque d'être faible et les grévistes ont de fortes chances d'être condamnés. Mais c'est aussi la décision d'Idanel qui a dit les 18 personnes donc, qui sont en grève, s'ils sont condamnés à raison de 1 000 € par personne, je redistribuerai aux autres salariés non grévistes. C'est une décision qui est assez étonnante, qui risque aussi de mettre un peu d'huile sur le feu entre les uns et les autres. Justement, cette assignation en justice a accentué le bras de fer entre la direction et les grévistes. Oui, alors effectivement, Idanel a expliqué que cette fois, elle voulait passer par la justice. Elle voulait surtout que le port soit réouvert par une décision de justice qui sera éventuellement appliquée en tout cas par le préfet qui devra envoyer les forces de l'ordre pour ouvrir le port de Longoni dans les plus brefs délais. L'objectif c'est... C'est une question de négociation. Tout à fait. Là on est vraiment au point mort en ce qui concerne les négociations. C'est le statu quo intégral depuis lundi où il y a eu une réunion effectivement dans l'après-midi mais qui s'est pas bien passée et depuis effectivement il n'y a plus de discussion et Idanel ne veut plus discuter. Les salariés sont là pour effectivement ils veulent que les négociations s'ouvrent à nouveau. Maintenant Idanel a été très ferme, elle a dit il est hors de question de continuer à négocier, ça fait des mois que l'on négocie, maintenant on arrête. Donc il y a de fortes chances pour qu'effectivement on n'en reste pas là et ça soit une grève qui encore une fois dure dans le temps. Juste pour préciser, Pierre, il s'agit bien des salariés ex-CCI. Oui, donc c'est 18 salariés sur l'ensemble du groupe MCG qui sont en grève et ce sont des salariés qui étaient avant à la CCIM, à l'époque, avant cette délégation de service public qui a été donnée à MCG. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour un autre sujet tout à l'heure. Et maintenant, depuis lundi, les élèves du département ont repris le chemin des classes. Néanmoins, entre rythme scolaire, violence et contrats aidés, les choses sont loin d'être simples. Les syndicats du département ont d'ailleurs décidé de monter au créneau pour demander à l'État de mettre les moyens tant réclamés. À l'instar du SNUIP et PFSU, la CGT Éducation soutient la décision elle aussi du maire de Mamoudzou de fermer les écoles et demande au gouvernement de faire de l'éducation à Mayotte une priorité. Écoutons le secrétaire départemental du syndicat au micro de Patrick Millan. On est dans une situation où les autorités politiques de la mairie de Mamoudzou ont considéré que les écoles ne pouvaient pas ouvrir pour des questions d'hygiène et de sécurité. Voilà, il faut insister là-dessus, pour des problèmes d'hygiène et de sécurité. Comment accueillir des enfants si l'hygiène et la sécurité n'est pas assurée ? Donc à partir de là, même si c'est dramatique, bien entendu, de fermer des écoles, c'est dramatique, mais on peut comprendre la situation. Est-ce que l'État a aujourd'hui de l'ambition pour Mayotte ? C'est la vraie question. Voilà, en fait. c'est la vraie question. Si on a de l'ambition pour Mayotte, on développe l'éducation. On ne va jamais développer un territoire si on n'investit pas dans l'éducation. Ça ne s'est jamais vu dans aucun pays du monde. Si on laisse partir l'éducation à volo comme ça, ça sera la catastrophe. Et c'est en train d'être la catastrophe.
Donc, on voit des syndicats, Pierre, dans ce sujet qui soutiennent la mairie de Mamoudzou. Une première, parce que généralement, on a d'un côté la mairie, de l'autre les syndicats qui défendent qui ont leurs revendications face à l'éducation. Oui, il y a un front uni parce que finalement, chacun se rejoint dans le fait qu'ils demandent tous des moyens supplémentaires pour l'éducation, que ce soit effectivement les contrats aidés, mais que ce soit aussi des salles de classe, que ce soit des moyens pour assumer les rythmes scolaires sur l'ensemble des communes de l'île, et puis aussi des moyens, on le sait, pour faire face à l'insécurité, et puis pour permettre aux élèves d'étudier dans des conditions dignes de ce nom. À noter qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la mairie de Mamoudzou aujourd'hui, qui a décidé de permettre notamment aux enseignants d'entrer dans les écoles du premier degré et à des personnels qui nettoient actuellement. Alors ce sont des personnels qui en temps normal s'occupent de la chaussée, de nettoyer les chaussées. Aujourd'hui ils ont été alloués à cette tâche de nettoyer les écoles afin que les élèves puissent rentrer dans les plus brefs délais en classe. Alors voilà, on a trouvé un moyen, j'allais dire alternatif, un moyen en interne, un moyen à court terme pour faire face à l'urgence. Donc le vice-rectorat a notifié aux enseignants que les écoles devraient ouvrir demain, lundi au plus tard, en fonction justement de la désinfection des locaux. Et puis il y aura toujours cette problématique de la sécurité, c'est ce qui a été dit. On ne peut pas envoyer des enfants à l'école s'il n'y a pas le personnel suffisant. On sait qu'il y a des problèmes de sécurité autour aux abords des établissements scolaires. Il y a des médiateurs, il y a des personnes qui travaillent et qui bien souvent sont des contrats aidés. Là, ils ne sont plus là, donc forcément, il y a cette problématique-là. En tout cas, voilà, l'information, c'est que la mairie va rouvrir les écoles dans les plus brefs délais. Un arrêté va... de ces contrats aidés qui réclament encore. L'État était très clair. L'État, par le biais de son représentant, à savoir le préfet de Mayotte, a expliqué que non, il n'y avait pas de budget supplémentaire qui serait alloué pour les contrats aidés sur le département. Alors sans qu'il y ait vraiment de justification, puisque on voit qu'ailleurs, notamment, c'est aussi ce qui est surprenant, lorsque l'on voit qu'à La Réunion, certes, il y a aussi des besoins à La Réunion, mais Mayotte, les besoins sont considérables, sont colossaux. Donc forcément, on ne peut pas comprendre cette décision. On attend qu'il y ait effectivement une réaction de la part du gouvernement qui ne semble pas arriver. Et puis on voit aussi qu'il n'y a pas eu de front uni de la part de tous les élus. Donc forcément au niveau de Mamoudzou, on essaie de trouver des solutions. Il y avait une réunion aujourd'hui. Nous devons recevoir demain le président de l'association des maires sur notre plateau, qui lui aussi a saisi la ministre des Outre-mer, parce que lui aussi réclame les contrats aidés. Je crois que c'est effectivement une problématique dans toutes les communes, mais il n'y a pas eu un front uni et les autres n'ont pas suivi cet arrêté, qui d'ailleurs est un arrêté très compliqué puisque ça prive les enfants d'école. Donc voilà, c'est une situation complexe dans l'éducation et une situation depuis la rentrée, on le voit qu'aux quatre coins de l'île, effectivement, comme vous l'avez dit, entre contrats aidés et puis cette violence et les rythmes scolaires, c'est pas simple. Une rentrée qui s'annonce plutôt compliquée, on le dira. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et parlons à présent de planning familial. Cette association féministe d'action populaire est née en 1956 avec pour but agir en faveur de l'accès à la contraception ou encore à l'interruption volontaire de grossesse. À Mayotte, l'antenne locale de l'association a été créée en 2009, mais aujourd'hui elle est confrontée à un cruel manque de moyens et à l'abandon des pouvoirs publics. Actuellement, 3 formatrices sont sur le département afin de former les membres du planning familial mahorais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont été choquées par ce qu'elles ont pu voir ici à Mayotte. Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. Depuis mardi, le planning familial à Mayotte accueille 3 membres du réseau national. En effet, les bénévoles et salariés de l'association locale souhaitaient pouvoir bénéficier des conseils et de l'expertise de leurs homologues métropolitains. On a toujours besoin de l'expérience des uns et des autres. On est un jeune AD, planning familial qui est très jeune parce que depuis 2009 en création et 2011 officiellement qu'on a marqué le coup pour qu'on puisse aller plus loin, la problématique aujourd'hui de Mayotte. Et les autres, ça fait déjà presque 40 ans qui sont sur le terrain et qui ont eu beaucoup de difficultés et qui se sont sortis. Et donc notre objectif, c'est de ne pas faire les mêmes problèmes. Et donc à travers les échanges, ça nous permet effectivement de pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs et de bien lutter, d'avoir les bons outils pour pouvoir aller plus loin par rapport à cette problématique qui frappe de plein fouet Mayotte. L'accès à la santé à Mayotte est une problématique majeure, notamment la santé sexuelle, comme ont pu s'en rendre compte
les formatrices du réseau. Moi, je suis particulièrement, enfin nous trois, on a été assez choqués, c'est bien le mot, de la pauvreté du territoire et alors là je vais être vraiment claire, l'abandon de la France, l'abandon de Mayotte par la France, quoi, clairement. C'est-à-dire que c'est un département outre-mer et malgré tout, on sent bien que les moyens ils sont pas là. Et donc pour nos collègues mahorais du planning, c'est une vraie grosse difficulté. Le manque de moyens est criant pour le planning familial à Mayotte. En effet, alors même que la loi oblige les territoires à posséder un centre de planification sous l'égide du conseil départemental, Mayotte en est encore et toujours dépourvue. Ce qui manque, c'est vraiment des lieux où des personnes peuvent échanger, enfin, ça c'est le but aussi du programme genre et santé sexuelle, peuvent échanger sur la santé sexuelle. À Mayotte, donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il n'y avait pas de centre de planification pour les jeunes, surtout pour l'accès à la contraception, à l'IVG, au dépistage. Voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Un travail considérable reste à fournir malgré les efforts consentis quotidiennement par les membres du planning familial à Mayotte. Moi je suis bluffée, hein. Franchement je suis bluffée par le travail qu'elles mènent sur le terrain avec si peu de moyens comme vous dites. Et puis elles ont une équipe très soudée et je crois que c'est aussi pour ça qu'elles arrivent à faire du travail aussi efficace. Elles voient des milliers de gens chaque année, des milliers de jeunes. Elles interviennent en prison, elles font des maraudes, elles ont des permanences d'accueil. Enfin, elles sont partout, quoi, en gros. Enfin, partout. Là où elles peuvent à hauteur de leurs moyens, mais elles font beaucoup plus que ce qu'on ferait, nous, avec 10 personnes. Hein. On s'est dit qu'on avait très envie de les aider un peu plus, que le réseau planning avait besoin de se mobiliser autour de Mayotte. Et en particulier, d'aller monter un petit peu plus haut sur des demandes au niveau des ministères, etc. Après cette formation qui a également accueilli des membres du planning familial à La Réunion, les formatrices ont assuré qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour inciter les autorités du pays à se pencher sur le cas du territoire le plus démuni de France. Pierre est toujours avec nous sur le plateau. Pierre, on l'a vu comme tout à l'heure en matière d'éducation, ici en santé, en social, toujours ce problème de moyens qui revient à chaque fois. Oui, un dernier mot rapidement, Amina. Effectivement, on parle de la question des moyens dans le domaine de l'éducation, mais c'est aussi le cas dans le domaine de la santé. On sait qu'il y a une grève au CHM qui a été reconduite et qui débutera jeudi prochain, dans tout juste une semaine. Et puis on le voit aussi dans le social, à la fois santé et social. Ce planning familial, il est démuni, il n'a aucun moyen. C'est vrai qu'ils mènent ils font un travail qui est vraiment prodigieux et je crois qu'il faut le mettre en avant et on le voit quand des personnes viennent de l'extérieur. Nous vivons au quotidien sur l'île, mais les personnes qui viennent de l'extérieur, ça leur frappe aux yeux. Tout de suite, ils se rendent compte des problématiques et on a vu des mots très très forts en disant l'État a abandonné ce territoire, les moyens ne sont pas là. Donc c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, au contact bien entendu, elle a pu échanger avec les uns et les autres, mais elles se sont rendues compte par elles-mêmes qu'il y avait un véritable problème. Lorsque l'on voit qu'effectivement il n'y a pas de centre de planification, alors que c'est une obligation légale qu'il y en ait un sur le territoire, il y a quand même un gros problème qu'on se demande que font les autorités. Alors c'est le conseil départemental qui est censé gérer ça, mais comment se fait-il que l'État ne réagit pas? Encore une fois, c'est quand même dommageable. C'est propre à tous les domaines et effectivement c'est choquant, comme elle l'a dit. Je crois que c'est vraiment le mot à dire. C'est le mot qui vient à l'esprit. C'est choquant et on comprend l'exaspération et la colère sur le territoire. Et malgré le manque de moyens, le travail qui est effectué est impressionnant, comme elle l'a dit. Tout à fait, c'est aussi ce qu'il faut souligner. Merci beaucoup Pierre. Et du sport à présent et plus précisément du handball féminin avec le lancement de la nouvelle saison chez les jeunes. Et qui dit nouvelle saison dit également nouvel équipement et ce pour le plus grand bonheur de ces 24 collégiennes de la section sportive. Une section sportive dont le projet est soutenu par l'État, le département et l'éducation nationale. Et cette journée de lancement a donc été l'occasion de mettre en valeur le vivier local mais surtout de montrer à quel point il est important dans notre territoire de développer le sport vers du haut niveau. Direction donc le collège Ouvoa Moja de Passamainti avec Sony Chamsidine. Des jeunes filles parées pour cette nouvelle saison de handball. Ce jeudi, les collégiennes de la section sportive ont pu découvrir et s'essayer à leur tenue de sport toute fraîche. Joueuses et arbitres équipées de la tête aux pieds pour exercer leur passion.
un véritable bonheur. C'est une très belle tenue et je suis ravie d'arriver. Moi, je trouve ça très joli et très bon. J'aime bien. Je me sens confortable dedans. La section ne va pas se finir là. J'espère que d'autres enfants pourront aussi profiter de ce que j'ai maintenant parce que là, je trouve que j'ai vraiment de la chance. C'est la première fois qu'on nous donne ça et c'est neuf aussi. C'est de très belles tenues. Ça nous a très bien touchés parce que on nous a jamais fait ça de toute nos vies. J'aime bien, j'apprécie. Moi, je pensais qu'on allait juste jouer comme dans le club. Mais en fait, j'avais tort. J'ai vu qu'on nous a donné des matériels pour qu'on continue, on monte l'évolution. Une année sportive idéalement lancée pour les 24 adolescentes de la discipline en question, issues de l'ensemble du territoire et dont l'internat d'excellence a vu le jour cette année. C'est super de recevoir ce matériel parce qu'on en a besoin et il faut les encourager, ces jeunes. Et avec le matériel qu'on a ici, ça montre que c'est quelque chose de sérieux et ça nous donne envie de plus travailler. Et les filles aussi évidemment. C'est des filles qui adorent le hand, elles ont faim, donc elles ont envie de jouer. Et donc faisons du handball. Et puis je pense que dans les clubs, c'est un gros travail qui se fait quand même dans les clubs parce que ces filles-là, on les a retrouvées en club. J'encourage le club de continuer à travailler sérieusement et de se rapprocher de nous parce que vous savez, il y a les jeunes talents bientôt et on en aura besoin. Un projet aujourd'hui soutenu notamment par l'État, le département et l'éducation nationale. Le collège Ouvoimoja de Passamaiti a mis à disposition aux apprentis handballeuses ces infrastructures. Pour nous, il était important de valoriser le travail qui est mené en partenariat avec Jeunesse et Sport et l'Éducation nationale. Et puis, en tant que chef d'établissement, j'insiste beaucoup sur la nécessité de prendre du plaisir et allier les deux choses, le plaisir et la nécessité de faire des efforts pour réussir. À la clé pour cette jeunesse, la possibilité d'embrasser une carrière sportive de haut niveau. Au mois d'août dernier, 5 jeunes athlètes mahorais ont intégré des pôles sportifs à l'île de la Réunion, portant ainsi à 10 le nombre d'espoirs locaux. Et qu'en est-il à présent du reste de l'actualité de ce jeudi 26 octobre? Je vous en propose tout de suite un petit tour d'horizon dans l'actualité en bref. Suite à la fermeture de l'école élémentaire Chironguien par les parents d'élèves, une nouvelle réunion a eu lieu ce matin. Cette rencontre tripartite a réuni des parents d'élèves, des élus municipaux, ainsi que des représentants du vice-rectorat. La réunion a permis d'aborder la question des rythmes scolaires, les conditions d'accueil dans les établissements ou encore le marché installé proche de l'école Chironguien. Si la mairie reste ferme sur le maintien des rythmes scolaires, ses représentants ont annoncé que 500 000 € allaient être débloqués prochainement afin que des travaux soient réalisés durant les vacances de Noël. Une annonce qui n'a pas convaincu les parents d'élèves dans la mesure où la subvention accordée par l'État n'a pas encore fait l'objet d'une délibération en conseil municipal. Ces derniers ont néanmoins pris la décision de rouvrir l'école lundi prochain. Ils souhaitent ainsi laisser une semaine de plus aux discussions avant de décider de la suite à donner à leur mouvement. Patrick Varela, propriétaire de Mayotte Lagon et Alamandas Boat, s'apprête à récupérer son nouveau maxi-catamaran surnommé Éole Premier. Il devrait arriver dans le lagon la première semaine de décembre. Les photos montrent l'importance de la structure, spécialement effectuée pour répondre aux conditions météorologiques de Mayotte. Ce catamaran visera un public plus large, puisque les sorties à la journée seront proposées à 80 € en tarif groupe 12 personnes, à 90 € pour les clients résidents sur Mayotte et 110 € pour les non-résidents. Des sorties tour de l'île seront également proposées en 2 jours et 1 nuit en bivouac. Par ailleurs, Patrick Varela a annoncé que des concerts privés seront accessibles pour la somme de 70 €. Il ajoute que des after-work d'une durée d'environ 2h30 avec coupe de champagne ou cocktail de jus de fruits seront proposés à partir de 35 €. Selon la dernière étude de l'INSEE, en 2014, le produit intérieur brut PIB mahorais s'établit à 2 milliards d'euros. Il augmente ainsi de 10,5% en un an. Le PIB par habitant progresse quant à lui de 7,6% en un an et atteint désormais 8 980 €. Le revenu disponible brut par habitant à 6 350 en 2014, tandis que le pouvoir d'achat individuel moyen augmente de 5,3% en un an comme en 2013. De manière générale, le niveau de vie moyen par habitant progresse sur le département. La consommation des ménages explique 40% de la hausse du PIB et progresse de 9%, portée par l'augmentation du revenu disponible. A noter également qu'en 2014, la valeur ajoutée dégagée par les sociétés
progresse moins qu'en 2013, plus 7% contre plus 11 l'année précédente. Elle s'établit désormais à 455 millions d'euros et comme en 2013 représente 24% du PIB, soit moitié moins que les standards nationaux. Et on termine avec cette belle action menée par les cocos de l'association Baatin Jema. En effet, en partenariat avec la direction du livre et de la lecture publique et la bibliothèque de Cavani, l'association offre à ceux qui souhaitent y assister 1 heure de contes traditionnels. Ça se passe tous les derniers mercredis du mois. Dans une société comme Mayotte où la tradition est pour une large part orale, ce genre d'action est particulièrement important. Ainsi, à travers le récit de ces contes, l'histoire, les us et coutumes ou encore les légendes peuvent se transmettre de génération en génération. Nous y avons participé hier. Le reportage d'Adèle Laurent. Tous les derniers mercredis du mois, à la bibliothèque de Cavani, petits et grands se réunissent pour un moment convivial et intergénérationnel. Respect, amour, éducation, les cocos comptent sous les regards attentifs des enfants. Un moment passé ensemble, organisé par l'association Baatin Jema et la bibliothèque, qui a notamment pour but d'ouvrir ce lieu de culture aux habitants du quartier. L'objectif, c'est de faire approprier la bibliothèque des habitants de Cavani. Tous les habitants, aussi bien les grands, les petits, par le biais des contes, les mamans racontent, les enfants écoutent. Et après, il y a l'échange sur le thème évoqué par les mamans. Pour l'association Baatin Jema, qui accompagne les seniors dans la commune de Mamoudzou, l'objectif est également de faire perdurer cet héritage culturel et de garder du lien social. On constate quand même que les contes qui ont été racontés auparavant par nos anciens, nos mamies et nos papis, comme on le dit en chimaoré, nos coco bakoko, la génération actuelle ne les connaît quasi pas. Donc l'idée de mettre cette action en place, c'est de pouvoir justement transmettre ces contes qui ont été racontés par les personnes âgées à l'époque aux tout petits enfants, aux moins jeunes, pour qu'on puisse effectivement les tracer un récit de vie pour qu'elles ne disparaissent pas. Donc là, c'est vraiment cette transmission intergénérationnelle, effectivement, qu'à Mayotte, on a comme habitude, que le coco a comme habitude de garder son petit enfant à côté de lui et pouvoir l'éduquer à travers les contes, à travers les histoires. Tous les petits enfants se retrouvent à la bibliothèque avec ces mamies. Elles se font énormément plaisir et c'est un spectacle, en fait, en rencontrant ces contes. Un spectacle et pour cause, les cocos mènent à bien leur mission de transmission avec entrain et dynamisme, même si parfois la mémoire peut faire défaut, comme nous l'explique Alisandati Mazugura, l'une des membres de l'association. Hale dagoni maisha hunu wamutoa ngaza tembea roho vuana zitungo za mwenzi. Au-delà de faire rêver les enfants, les spécialistes s'accordent à dire que le conte a d'autres atouts, initiatiques, pédagogiques, éthiques et ludiques. À travers un conte, un ensemble de valeurs et de repères est en effet finement véhiculé, livrant des expériences de vie, libérant la parole, divertissant l'auditoire, contribuant à la socialisation de l'individu et garantissant la cohésion du groupe. Ce rendez-vous est fixé tous les derniers mercredis du mois à la bibliothèque de Cavani, un moment convivial et intergénérationnel, ouvert à tous et gratuit. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.